On va passer au troisième thème de la soirée, alors qu'on a regroupé sur un thème un peu large d'économie, mais qui, à travers l'article donc qui sert un peu de support à nos débats du monde diplomatique, euh, on va parler de relocalisation de l'économie et d'aspects comme ça. Et l'article du monde diplomatique, un peu pour introduire notre intervenant, je ne sais pas d'ailleurs s'il suivra, repose d'après l'article du monde diplomatique sur trois grands principes. Le premier, c'est la déspécialisation des territoires. Le second, c'est le protectionnisme solidaire. Et le troisième, c'est réfléchir sur ce qu'on produit et comment on le produit. D'accord? Ces trois notions sont essentielles, on le voit bien, ne serait-ce que ça peut nous rappeler sans doute des aspects liés à l'actualité d'aujourd'hui. Donc, sur ces aspects liés donc, à la notion de la relocalisation, du protectionnisme solidaire, qu'est-ce que vous avez à dire, messieurs, sachant que le mot de protectionnisme, qu'on voit revenir dans les débats aujourd'hui, qui était considéré comme un gros mot il y a encore pas très longtemps, devient aujourd'hui quelque chose dont on reparle avec les notions de souverainisme aussi économique et des choses comme ça. Donc le débat est ouvert au niveau de ces concepts-là, relocalisation, protectionnisme solidaire et autres. Vous avez la parole, messieurs. Je crois que c'est Benoît qui commence. Ouais, oui. Entendu, on va suivre. Bon, ben, je crois que ce dont on a discuté, il y a des questions. Les questions qui se posent, c'est relocalisation de l'économie. Moi, je crois qu'il faut qu'on reparle de qu'est-ce que ça veut dire la relocalisation de l'économie. Protectionnisme solidaire, tu l'as souligné, Pascal. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire des nouvelles barrières douanières? Ben voilà, c'est un petit peu ces questions que je vais tenter de répondre ici. Alors, la relocalisation, ben, elle est venue aujourd'hui, en plein dans la crise du Covid-19, essentiellement sur une question de contrôle des approvisionnements. Je crois très sincèrement que c'est lié à la question d'une réflexion sur des savoir-faire industriels qui sont partis à l'étranger, qu'on a délocalisés pour des raisons de coût. Et puis, on s'est aperçu du jour au lendemain qu'il y avait des gros problèmes, ne serait-ce que sur la question des masques. Et puis, je pense qu'on doit avoir une réflexion à beaucoup plus long terme là-dessus, qui consiste à dire que dans un monde qui fonctionnerait correctement, et on a tout lieu que de ce point de vue, ça va se passer, ben, le différentiel de coûts qu'on a connu à un moment donné, il n'est pas fait pour durer. On va arriver vers des sociétés, je l'espère, égalitaires, et que les pays qui aujourd'hui ont une rémunération de la main-d'œuvre moindre que les nôtres, ben, ils entendent bien monter en gamme. C'est ce qu'ont fait les dragons asiatiques, c'est ce que fait aujourd'hui la Chine. Donc, je pense que cette espèce de délocalisation pour des raisons de coût, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. Et puis ensuite, on est sur un point critique, et là encore, je réinsiste sur le même sujet, qui est la question de la protection de la planète, parce que je crois que c'est quelque chose qui se joue dans les 5-10 ans qui viennent. On sait que cette mondialisation des marchandises, elle coûte énormément à la planète et qu'il faut réduire les transports de marchandises et donc produire aussi, là encore, le plus localement possible. Donc en fait, cette relocalisation, je crois que c'est vraiment une aspiration qui est profonde là-dessus. Alors, la question posée, c'est vis-à-vis de l'enjeu écologique, est-ce que l'échelle nationale est pertinente pour la relocalisation? Bon, elle est pertinente politiquement, ça j'en suis sûr, puisque c'est là que se prennent les décisions. Mais en tant qu'échelle de relocalisation, est-ce qu'elle est positive? Ben, moi, j'ai une réponse qui est plutôt négative là-dessus et à double titre. D'abord parce que je dirais, tous les pays ne sont pas égaux en taille. Il suffit de regarder l'Union européenne, relocaliser à l'échelle de la Belgique ou relocaliser à l'échelle de la France, c'est deux choses complètement différentes. Et puis ensuite, si on dit que la question, alors je ne parle pas de la question des approvisionnements, là, je parle de la question écologique. Si on parle de relocaliser pour des raisons écologiques, ça doit se poser en termes de distance et pas de frontières. Je prends un exemple tout simple. J'habite dans les Alpes-Maritimes. Moi, en termes de transport, la Ligurie, qui est de l'autre côté de la frontière, c'est proche. C'est infiniment plus proche que Toulouse. Et évidemment, encore plus proche de Paris. Donc, je pense sincèrement qu'un levier essentiel d'une relocalisation, ce ne sont pas des droits de douane, mais c'est plutôt des taxations sur la distance parcourue, le mode de transport. Et je crois que ça me paraît un petit peu plus répondre à la question qui est posée. Protectionnisme solidaire. Là encore, personnellement, je me méfie un petit peu comme de la peste, des taxations qui se feraient en fonction de critères sociaux. Pourquoi? Parce que là encore, on est dans le domaine, presque, on se retrouve dans le commerce équitable là. On est presque dans le domaine des bonnes intentions, vous voyez.
oui, je ne veux pas que vous bradiez trop, mais quand même, je vais vous accorder un prix juste. Puis on a vu avec le commerce équitable les dérives qu'il y avait dans le commerce équitable, des contestations là-dessus. Des fois, on se demande qui sponsorise d'ailleurs dans certaines choses. Et puis alors, je vous donne une idée. Imaginez l'imbrication de ce critère-là avec la question géopolitique. Ça risque d'être assez détonnant. Non, alors je crois que là-dessus, il faut s'en tenir à deux piliers essentiels. Si on parle, je ne sais pas si le terme protectionnisme solidaire est potable là-dessus, deux piliers qui sont essentiels pour moi. Le premier, c'est l'Organisation internationale du travail comme organisation multilatérale qui standardise cette question. Et la question, c'est bien exiger de ne commercer qu'avec des gens qui respectent les règles de l'OIT et d'être extrêmement ferme là-dessus. Donc, ça pose une question universelle, on va y revenir. Et le deuxième, qui me paraît essentiel, ça rejoint ce dont on a discuté tout à l'heure, c'est le maintien du plein emploi dans notre pays. J'ai préconisé la péréquation interentreprise. Ben, vous remarquerez que ce n'est pas une taxation à l'entrée, ça permet effectivement d'avoir autre, mais c'est un mécanisme de transfert qui, et c'est ça qui est important pour nous, nous assure à chacune et chacun un emploi et un revenu dans le respect des législations sociales qu'on s'est placées. Alors, dernier point que vous abordez dans le texte, c'est paradoxal, vous parlez de mutualisation des savoirs affranchis de la propriété intellectuelle des entreprises. Que oui, mais alors, ce qui est amusant dans cette approche, c'est que du coup, on fait sur l'immatériel la démarche exactement inverse de la relocalisation. Et ça, c'est très bien, j'approuve. Mais on souhaite que l'immatériel soit le plus massivement diffusé à l'échelle internationale. On souhaite que ce savoir il soit libre. Alors, il y a une première remarque. Ça, on revient toujours à la même question. C'est contradictoire avec la notion de maintien des sociétés de capitaux, c'est contradictoire avec la notion d'actionnaire. Par définition, lorsqu'il y a des sociétés de capitaux, des actionnaires, la propriété, elle ne peut pas être libre. Elle est forcément. Alors, l'exemple même, et on le voit avec la crise du Covid, c'est le domaine du médicament. Il ne faut plus que la recherche, ce soit la propriété de firmes pharmaceutiques, dans une espèce d'équilibre un petit peu douteux d'ailleurs, entre des subventions politiques que donnent les États à un moment donné, et puis des contreparties en termes de tarifs, en termes de délai de livraison, et puis avec l'État qui aurait un petit joker qui s'appelle la licence obligatoire. Non, tout ça, je crois que c'est quelque chose dont il faut sortir. Alors, ce n'est pas simple comme question parce que cette fois-ci, c'est international, ce n'est pas national, mais je pense qu'un pays peut commencer à influencer là-dessus et être pilote là-dessus, ou un ensemble de pays. Ça pose en fait la question qui est donnée des moyens qu'on va donner à une recherche internationale ouverte, en lien avec l'appropriation sociale des unités locales de production de médicaments. Oui, c'est aberrant d'avoir à dépendre de la Chine pour avoir du paracétamol dans ce pays. Et je crois que ça nous pose la question d'une démocratie sanitaire mondiale. Alors, vous allez me dire, c'est utopique. Moi, je ne le pense pas, parce qu'on voit toutes les différentes épidémies qu'ils ont vues. Et il y en a d'autres, espérons qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres, mais on ne sait pas, nous montre que c'est essentiel de poser cette question de démocratie mondiale sur la question de la santé. Et je pense qu'à partir de la santé, du thème de la santé, je pense que c'est quelque chose qui nous permettra de poser les bases justement de démocratie mondiale. Donc, pas seulement relocalisation, comme on le voit, relocalisation, oui, mais aussi une démarche universaliste. François, tu as la parole. Merci. Je vais être assez bref parce que je crois que Benoît a abordé beaucoup de thèmes qui me semble-t-il, font le tour de la question. La vraie difficulté, c'est qu'on part de loin. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a affaire à une globalisation de tas d'activités, une globalisation financière, on en a parlé, mais une globalisation informationnelle, une globalisation des chaînes de valeur, avec en plus un système d'échanges multilatéraux défendu par l'OMC. Alors, on sent que tout ça, évidemment, il est en train de craquer pour partie, mais c'est vrai qu'on restera toujours dans des formes de dépendance, notamment à travers des importations qu'on estime absolument nécessaires et pour des produits qu'on n'arrive pas à produire. Donc, je rejoins assez Benoît sur l'idée que la délocalisation, ce n'est pas un processus qui va en sens unique, c'est quelque chose de plus complexe où on va rester dans l'universel pour certaines choses,
comme la propriété qu'on peut souhaiter de ce point de vue-là, enfin, la diffusion des savoirs, etc. Et puis, de l'autre côté, on peut avoir une relocalisation, alors peut-être pas des pays, comme l'évoquait Benoît, mais plutôt des territoires. Il me semble que là, le niveau est beaucoup plus légitime. Et de ce point de vue-là, on sait que les écosystèmes peuvent être en effet préservés davantage au niveau de certains territoires que de façon beaucoup plus globale à l'échelle de certains pays. Par ailleurs, on sait que c'est au niveau des territoires qu'il faut défendre des productions diversifiées, que c'est là où on peut reconquérir un terrain important. Et puis moi, j'ajouterais alors quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est dans l'air des propositions politiques. Je pense que les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies locales, peuvent jouer un rôle beaucoup plus important qu'elles ne jouent actuellement. Pour l'instant, on n'a pas de vraie monnaie locale, hein, c'est tout à fait clair. On a des quasi-monnaies. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on crée une unité monétaire nouvelle sur un plan local, il faut l'équivalent en monnaie nationale, en dépôt bancaire. Donc, il n'y a pas de création possible, il n'y a pas de création monétaire possible. Alors, je crois qu'une vraie monnaie locale ou une vraie monnaie régionale, je parle de monnaie régionale parce que c'est la proposition actuellement sur laquelle réfléchit quelqu'un comme François Ruffin. Il est partisan de monnaie régionale. Et donc, bon, on a discuté un peu ensemble et je lui ai expliqué qu'une vraie monnaie, c'est une monnaie qui a la capacité de faire des avances et du crédit. À ce moment-là, la monnaie est créée par les avances ou par les crédits aux entreprises. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Par exemple, en France, la loi Hamon l'interdit complètement. Or, si des instances élues, des instances démocratiques, des collectifs de citoyens pouvaient se saisir de ce pouvoir monétaire, je pense qu'on aurait là un facteur de dynamisation réelle des territoires. Pour l'instant, les monnaies locales qui existent, elles favorisent les échanges, on leur demande d'être fongibles, c'est-à-dire qu'on leur applique des taux d'intérêt négatifs pour qu'on ne puisse pas les accumuler, mais elles n'ont pas la capacité justement de dynamiser le territoire. Si on fait confiance à la démocratie et aux citoyens, on peut imaginer que dans ces collectifs de citoyens, dans des instances élues de collectivités locales, eh bien, on puisse, je dirais, gérer ce type d'instrument monétaire. Et à mon avis, ça serait évidemment tout à fait bénéfique pour le financement d'équipements collectifs, par exemple. Alors évidemment, se pose la question de la crédibilité de ces monnaies, parce que pourquoi l'État, pourquoi les instances prudentielles refusent la création de ce type de monnaie, c'est parce que précisément on a peur quelque part que les émissions monétaires soient excessives, qu'elles soient source de corruption, etc., etc. Mais si on fait vraiment confiance aux citoyens, si on fait confiance à la démocratie locale ou régionale, à ce moment-là, ce type de monnaie peut avoir son importance. Alors évidemment, il y a la question du taux de change avec les monnaies nationales ou en l'espèce avec la monnaie européenne, si elle continue d'être encore viable. Mais justement, ça fait partie, à mon avis, du type de responsabilité qu'il faudrait promouvoir dans les territoires. Voilà. François, je voudrais compléter ce que tu viens de dire. Je pense que c'est intéressant effectivement d'avoir cette réflexion. Quelque part, on pourrait peut-être s'intéresser à la monnaie vire en Suisse. Oui, vire en Suisse. Il y a aussi la monnaie de la Sardaigne qui correspond exactement à ce type de projet. Ok, excellent. Donc ça existe, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ça existe, ah, oui, oui, bien sûr. Et ça se répand en plus. Voilà. Les questions? Je ne vois pas de petites mains levées chez les participants. Y a-t-il des questions pour les personnes présentes à cette visioconférence? C'est quand même plus pratique quand on est dans une salle, on voit les gens. Hein. Ah, ouais. Il y avait une question qui est un petit peu, mais de Sacha Murlin, là, qui avait demandé de prendre la parole.
Sacha Murlin? Bon, Il y a une petite main sur Éric Chaptal. Sur mon ah, écran. alors, à nouveau, oui, peut-être. Moi, par rapport aux délocalisations, là, j'ai des questions aussi par rapport à ça, parce que souvent, il me semble on se focalise sur l'Asie, Pacifique, au niveau des délocalisations, mais on oublie peut-être aussi qu'il y a beaucoup de délocalisations à l'intérieur de l'Europe même. Hein. Il y a beaucoup d'unités de production en Europe de l'Est, hein, en particulier en Roumanie, en Tchéquie, en Slovaquie. Il y en a aussi au Maghreb. Hein. Il y a des grosses unités de production de voitures hein, au Maroc, en Algérie. Donc, on voit que les délocalisations, c'est pas si loin que ça finalement. On les a à nos portes, quoi, les délocalisations. J'ajoute aussi que, bon, malheureusement, il me semble que le principe de la délocalisation, c'est pas infini, mais il y a beaucoup de marge. Parce qu'on a eu la Chine, demain ce sera peut-être l'Afrique, je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup d'endroits, hélas, où les salaires sont bien moins élevés qu'en Europe et il y a beaucoup de marge là-dessus. Et je voudrais ajouter une chose, parce qu'il me semble aussi que c'est important. Il y a un phénomène que nous vivons ici, alors là, ce n'est pas la peine d'aller chercher bien loin, c'est les low cost. C'est toutes les entreprises low cost, avec leur marge par rapport à la façon dont elles sortent le produit, quoi. Pour moi, de toute façon, les délocalisations comme ces entreprises low cost, elles ne fonctionnent que grâce aux subventions publiques. Elles accaparent, ces entreprises, elles accaparent les financements publics. Quand vous voyez qu'une entreprise comme Ryanair fait des vols à 1 euro, moi, il faudrait qu'on m'explique comment, au niveau de la structure du prix, on arrive à sortir des vols à 1 euro. Ça ne peut pas exister. Quand on sait le coût pour faire voler un avion, ne serait-ce qu'un kérosène, juste ce coût, hein, juste le kérosène, on ne peut pas faire voler, on ne peut pas remplir des avions avec des passagers qui payent 1 euro leur ticket. Ça n'existe pas. L'argent, Ryanair, aujourd'hui, ils ont annoncé leur résultat, ils arrivent quasiment à 1 milliard de bénéfices sur l'exercice, juste avant le Covid. Donc voilà, il y a quand même des entreprises aujourd'hui qui précarisent le travail, parce que quand on rentre dans les structures de production, les structures de ces sociétés, c'est des sociétés qui ont des coûts fixes, comme tous les autres. Hein. Ils payent le carburant, ils payent les avions, et là où par contre, ils font des économies, c'est sur les coûts salariaux. C'est clairement ce que disait De Juniac. À une époque, il avait fait une conférence, il avait dit que de toute façon, tous les coûts étaient fixes, il ne pouvait jouer que sur les salaires. Malheureusement, il n'y a que sur les salaires qu'il pouvait jouer. Aujourd'hui, par exemple, on nous annonce que, peut-être qu'il y aura d'inflation, il n'y aura pas d'inflation, mais ce qu'on est sûr, c'est que dans les entreprises, les salaires seront déjà gelés. Ils l'ont déjà annoncé, ça, par contre. Ils ont déjà pris les devants. Donc, dans les structures de ces entreprises où on précarise le salariat, moi, je crois qu'effectivement, il faudrait peut-être aussi amener la question à ce niveau-là par rapport au contrat de travail, parce qu'il me semble que quand on lutte contre la précarité, on lutte contre ces entreprises qui font baisser le coût salarial, sans parler après de l'ubérisation, de la numérisation, où Uber a annoncé les larmes aux yeux, qui licenciait 3000 personnes en 3 minutes. 3 minutes, la fille, elle a fait une vidéo d'Uber. Elle expliquait qu'il fallait licencier 3000 personnes. Elle avait les larmes aux yeux, c'était très émouvant. Enfin, 3000 personnes en 3 minutes. Voilà. Donc Macron disait qu'il préférait voir les jeunes, plutôt que de tenir les murs dans les banlieues, travailler chez Uber. Oui, aujourd'hui, ils travaillent chez Uber. Ils ont travaillé. La grosse différence par rapport à avant, c'est que maintenant, en plus, ils ont des dettes. Et ils se retrouvent toujours au chômage. Messieurs, vos retours? Vous avez des commentaires à faire? Non, mais peut-être, oui, un petit peu. Le premier, c'est que de toute façon, je ne pense pas que ce soit le gouvernement Macron qui va changer quoi que ce soit, puisque dès le départ, de toute façon, Macron a volé au service au secours des entreprises, des sociétés de capitaux. Je fais bien le distinguo entre entreprises et sociétés de capitaux. C'est très important. Ce sont deux choses différentes pour moi. L'entreprise, c'est le collectif de travail qui produit et vend des produits, des services. La société de capitaux, c'est l'association d'investisseurs qui finance l'entreprise. Donc, pour moi, il y a bien un distinguo entre les deux. Aujourd'hui, Macron, ce qu'il a fait, il a soutenu ces sociétés de capitaux et effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une sortie de crise dans laquelle on va commencer à demander aux salariés de payer
les frais de cette crise par des remises en cause des 35 heures, par des questions de congés qui vont disparaître, etc. Donc très clairement, ça va être comme ça. Donc il va y avoir une bataille à la sortie de cette crise qui s'annonce. Très franchement, ça sera évidemment le personnel de santé qui sera aux avant-postes, c'est clair. Il ne faudra pas que ça se limite au personnel de santé. Et il faudra aussi, et je pense que c'est important, qu'une alternative politique à Macron apparaisse pour apporter notre politique. D'autres interventions sur ce thème ou on passe au thème suivant? Bon, écoutez, je vous propose, on a encore une demi-heure devant nous, hein, si on veut tenir les délais. Donc, je vous propose qu'on passe au troisième volet au quatrième volet de notre échange, alors qui tourne autour. Tu voulais intervenir, François? Non, mais justement, c'est maintenant ouais. qu'il voilà. intervenir. Ouais. Tout l'aspect lié à la démocratie, hein, ce grand mot, Ouais. Surtout quand on entend parler par certains d'autoritarisme, d'économie de guerre, de choses comme ça aujourd'hui. Et quand on sait qu'il y a des éditions lourdes à prendre, tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure montre quand même qu'il va falloir faire preuve de vista, mais aussi d'esprit de décision, d'association, tout. Comment on fait pour mettre de la démocratie là-dedans? C'est un débat essentiel à mon avis. Tu as la parole, François. Merci. Alors là aussi, j'avais préparé quelques planches pour cette séance, pour cette rencontre. Donc, je vais activer une fois de plus. Alors, où est-ce que je suis? Je suis un peu perdu. Voilà. Démocratie, donc. Alors, tu as utilisé le mot d'autoritarisme, je l'utilise aujourd'hui. Effectivement, c'est quelque chose qu'on observe un peu partout, à des degrés différents, mais ces tentations d'autoritarisme se multiplient un peu partout dans le monde, et pas simplement aux États-Unis, au Brésil et ailleurs, mais aussi en France. Alors, d'un autre côté, il faut se méfier des gadgets liés à ce qu'on appelle la démocratie participative, ce qu'on appelait la démocratie participative, qui souvent ne recoupe pas vraiment des pratiques réellement démocratiques. Alors, c'est vrai qu'il y a deux risques. D'un côté, l'étatisation des décisions. C'est ce qui s'est passé, par exemple, et ce que je décris dans mon dernier ouvrage en 1981. On a nationalisé, soi-disant, pour démocratiser, et en fait, on a étatisé les entreprises en question. Donc ça, c'est le premier risque. Et l'autre risque, c'est peut-être, d'accord, voir des initiatives locales, individuelles se multiplier qui sont intéressantes, mais avec une fragmentation qu'on pourrait considérer comme relativement incohérente. Alors, Bruno Latour, justement, dans des papiers récents, plusieurs papiers, et notamment, là encore, le week-end dernier, il prend l'exemple du virus et de sa contagion pas à pas, de personne à personne. Et puis, il défend l'idée qu'il peut y avoir des contaminations performantes, en quelque sorte, à travers des expériences démocratiques qui pourraient donc se généraliser. Donc, ça serait peut-être aussi une voie par laquelle on peut espérer que la démocratie puisse se diffuser, se généraliser. Alors, et pour revenir peut-être à l'article du Monde diplomatique, je crois que la vraie difficulté en réalité, c'est de pouvoir avoir une approche à la fois par le haut, mais aussi par le bas, c'est d'articuler planification et démocratisation, sans tomber dans l'étatisation ou sans tomber dans des pratiques complètement individuelles qu'on pourrait croire en fait contaminantes et qui ne le seraient pas du tout. Voilà, donc voilà peut-être une première idée, articuler les deux dimensions qui sont toutes les deux importantes. Pourquoi? Parce que on le sait bien que certains biens collectifs ou des biens communs exigent des investissements de long terme, des financements de long terme. Voilà, et donc il y a des grands choix d'investissement qui ne peuvent être pris que par des États, par des collectifs importants, s'agissant de l'eau, du climat, de l'énergie, des infrastructures de transport, etc. Enfin, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les communs ou les biens communs.
Donc, planification à ce niveau-là, à long terme, face notamment au changement climatique. Alors voilà, et c'est là où l'investissement public est capable d'assurer peut-être le changement de modèle, la bifurcation souhaitable, cette transition donc qu'on peut évidemment souhaiter, et qui ne fait pas appel automatiquement à des objectifs de rentabilité. Alors, à ce niveau-là, quand on parle de planification, les lieux démocratiques usuels, ce sont les lieux des parlements, mais je crois qu'il faut rajouter des conventions citoyennes, ce qu'on appelle de plus en plus des conventions citoyennes, des conventions où des citoyens pourraient être élus à côté des représentations traditionnelles, pour à la fois délibérer et décider des grands choix en la matière. Donc voilà une première idée que je soumets à la discussion. L'autre idée, c'est évidemment la question de la démocratisation. Et donc là, forcément, on est à un autre niveau. Mais il peut y avoir aussi de la planification au niveau, par exemple, au niveau des entreprises. Alors, la question qui est posée, que Benoît aussi pose, c'est la question de la démocratisation des entreprises. Alors là, je ne suis pas sûr qu'on soit totalement en phase, mais sur le fond, je pense qu'on l'est parce qu'il y a des choix d'activité pour préparer, comme je l'écris ici, les systèmes locaux avec des produits durables, plus sobres. Les citoyens, les salariés doivent pouvoir dire leur mot au sein même des entreprises. Là-dessus, je crois qu'on est encore en phase. Seulement, voilà, il y a tout un courant de pensée qui, à mon avis, peut représenter une première étape vers ce que Benoît propose. Mais je crois que cette étape, elle est aujourd'hui en quelque sorte indispensable dans peut-être la réflexion à mener sur la démocratisation des entreprises. La semaine dernière, comme je l'ai écrit ici, des chercheurs du monde entier, alors ici, vous voyez les noms, Dominique Méda, qui est bien connu, Isabelle Ferreras, qui est une Belge qui travaille à Louvain, etc., rejointe donc par 3000 collègues du monde entier, appellent à nouveau à partage du pouvoir au sein des entreprises, qui, pour ces chercheurs, représente une condition essentielle pour la transition écologique. Alors évidemment, la question, c'est de savoir comment on partage le pouvoir dans l'entreprise, et c'est là où on peut avoir des idées différentes. Alors, vous voyez que leur idée à elles, à ces chercheuses, mais aussi à ces chercheurs du monde entier, c'est de dire que le choix du PDG comme celui de la stratégie de l'entreprise, la répartition des profits, quelque chose de évidemment très important, sont trop importants pour être laissés aux seuls représentants des actionnaires. Donc, vous voyez bien que l'idée, c'est qu'on laisse les actionnaires ici en place, on ne les élimine pas. Donc, il y a à la fois ceux qui investissent le travail dans l'entreprise, leur santé, bref, leur vie, qui doivent pouvoir collectivement valider, participer aux décisions. Alors, voilà, donc, dans cette tribune signée, on doit mettre sur un même pied, en quelque sorte, pour mener la transition écologique, les apporteurs de capitaux que ceux qui apportent leur travail, les investisseurs, comme ils disent, en travail. Voilà. Donc, il y a un courant de pensée très important qui existe aujourd'hui dans le monde entier, qui se raccroche à ce qu'on appelle la codétermination en entreprise. Alors, ce n'est pas une codétermination uniquement entre les salariés et les usagers, mais c'est une codétermination qui s'applique également aux actionnaires. Alors, pourquoi parle-t-on encore d'actionnaires? Moi, je n'aime pas forcément ce terme parce que c'est un terme qui est connoté, évidemment, idéologiquement. Ce sont ceux qui apportent le capital. Et le capital, on sait bien que c'est un rapport social très particulier dans le capitalisme. Moi, je préfère, et je termine par ma planche qui est là, je préfère parler des apporteurs de ressources financières. Et là, on retrouve d'une certaine façon la question monétaire qui est à mon avis centrale quand on parle d'entreprise. On ne peut pas négliger la question monétaire parce qu'une entreprise, pour développer ses activités,
elle a besoin de ressources, elle a besoin d'avance, elle a besoin de crédit. Et donc, ceux qui apportent ces avances, ces crédits, doivent pouvoir dire aussi leurs mots sur la façon dont ils pensent l'avenir de ces entreprises. Donc, ceux qui apportent les ressources financières, ça peut être des banques, elles-mêmes en codétermination. Attention, salariés et usagers sont présents dans ces banques, dans ce système qu'on peut proposer. Mais ça peut être aussi des investisseurs qui peuvent être des collectivités publiques. Ça peut être l'État aussi qui investit, qui participe au financement. Ça peut être des collectivités aussi locales. Voilà, donc, moi, ce que je vois, c'est que la codétermination que l'on peut souhaiter doit faire part également à ces investisseurs en ressources financières à côté des investisseurs en travail et aussi à côté des usagers. Alors, il y a plusieurs systèmes qu'on peut imaginer, plusieurs systèmes de gouvernance. Je n'entre pas trop dans le détail, mais l'idée fondamentale est là. Et je termine en disant ce propos par cette phrase. On voit clairement, dis-je, la jonction nécessaire entre monnaie citoyenne et pouvoir citoyen dans l'entreprise. Si on a des monnaies citoyennes dont j'ai parlé tout à l'heure dans la première partie de cette présentation, si on a des monnaies qui renvoient à une distribution du crédit qui soit citoyenne, on voit bien la jonction avec des pouvoirs citoyens dans l'entreprise, parce que ces pouvoirs citoyens dans l'entreprise ont besoin d'avance, de crédit, et donc de monnaie citoyenne pour assurer leur fonctionnement. Voilà, alors je sais que sans doute Benoît va nous proposer de façon tout à fait légitime une approche sans doute un peu différente, mais je tiens à dire simplement au niveau préliminaire en quelque sorte de ces questions que pour moi c'est cette marche-là de la codétermination à parité, c'est une marche qui est tout à fait possible dans l'immédiat parce que je dirais que beaucoup d'esprits sont prêts sur le plan politique et sur le plan des chercheurs à aller dans cette direction. Cela peut préparer peut-être plus facilement la marche que nous propose Benoît, qui est une marche supplémentaire. Mais j'arrête là ma présentation. Merci. Ouais, Bon, Benoît, tu as la parole, bien évidemment, sachant que effectivement le travail, donc c'est pas un coût, c'est une ressource pour les entreprises, hein, et que c'est une parfaite transition sans doute vers ce que tu vas nous dire, Benoît. oui. C'est amusant parce que finalement, je suis content qu'on se retrouve avec François à cette réunion ici à Toulouse, si je peux dire ici à Toulouse, puisqu'on a eu un début de discussion à Paris juste avant le Covid, où François nous faisait une présentation dans le cadre d'un séminaire sur les entreprises qui était organisé par Réseau Salariat avec notre ami Daniel Bachet. Donc, on poursuit un petit peu la discussion là. Moi, ce qui me frappe dans ce que nous dit François, bon, c'est qu'il nous dit, voilà, il y a toute une série d'esprits, d'un mouvement d'esprit, de chercheurs qui sont pour une entreprise en codétermination, qui sont une codétermination actionnaire salarié, parce que c'est bien ce qui est dit dans ces documents. Quand j'écoute Isabelle Ferreira, c'est vraiment de ça dont on parle. Oui. Et je vois que toi, François, tu es déjà sur un autre terrain. C'est-à-dire, on était déjà sur un autre terrain la dernière fois, puisque ça t'est terminé. Tu dis, non, moi, ce n'est pas des actionnaires, c'est des apporteurs de capitaux. On avait parlé des titres participatifs, qui sont un outil assez classique de financement des coopératives. Tu en avais parlé dans ton livre, effectivement, le dernier, comme d'une possibilité pour transformer des actionnaires en détenteurs de titres participatifs au moment des indemnités dans la nationalisation des banques. Donc, oui. Je crois que tu ne parles pas tout à fait de la même chose. C'est ça un petit peu qui me gêne. Et pour moi, la question, ce n'est pas tellement un courant d'idées. Le courant d'idées, il est là, oui, c'est important, mais il y a aussi les faits. Et pour moi, les faits sont les suivants. C'est la question que je posais tout à l'heure. Je dis, supposons, et je pense que c'est urgent qu'il y ait une décroissance, c'est urgent.
à partir de ce moment-là, je dirais la question de la place des actionnaires est franchement posée, parce que je ne vois pas le salariat accepter de dire « Ah ben oui, on va faire des sacrifices et les actionnaires vont garder leurs dividendes, leur machin. » Je ne le vois pas, je ne vois pas cette cohabitation, c'est ça le problème. D'ailleurs, c'est un petit peu, on parlait du monde diplôme là tout à l'heure, c'est un article de Cédric Durand et Kecheyan qui nous réunit. Il y a 2 jours ou 3 jours, je crois, Frédéric Lordon a sorti un article dans le monde diplomatique où justement il parle de la décroissance. Il parle des gens qui disent « Ah oui, la décroissance, gentil », mais qu'on nous dise la décroissance, c'est la sortie du capitalisme, parce que c'est ça qui est posé. Et je pense que ce qui est posé là-dedans, c'est pour ça que pour moi, l'entreprise démocratique, c'est le départ du pouvoir de l'argent, quoi qu'il en soit. Parce que je ne trouve plus sa place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours eu, c'est historique, un combat pour le partage de la valeur ajoutée. Je crois qu'à partir du moment où le combat est à un niveau tel qu'il n'y a plus de valorisation possible du capital par, alors c'est ce que je défends dans mon livre, virer les actionnaires, pourquoi et comment s'en passer, c'est ça que je défends. Je dis, mais attention, ce qui fait la valorisation du capital, ce sont les perspectives futures de dividendes. À partir du moment où on casse cette perspective future de dividendes, on ne voit pas comment peut subsister, je dirais, une question de propriété. Alors, qui est des partenaires financiers? Pourquoi pas? Je dirais, je suis ouvert à certaines choses. Je vois que tu ne parles pas de la même chose d'ailleurs que toute la bande Ferraras et compagnie. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à beaucoup de choses. Ce n'est pas le problème. Mais je pense quand même que ça va être le trait principal. Alors, je voudrais poursuivre un petit peu plus loin parce que de l'entreprise telle qu'on l'a définie en tant que rencontre entre travailleurs et usagers, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que ça n'est possible que parce qu'il y a d'autres outils politiques en complément. Autrement, ce n'est pas possible. On a parlé tout à l'heure de la péréquation inter-entreprise, la socialisation du revenu. Pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas imaginer une société avec des unités de production dirigées par les travailleurs si c'est simplement géré par les règles du marché. Il y a un moment donné, il y a une solidarité à avoir entre nous. Sans parler évidemment du déjà là qu'on n'a pas encore parlé dans la discussion, qui est la sécurité sociale, qui est un antécédent, qui est important. On a parlé aussi d'un fonds socialisé d'investissement. Or, il est fondamental parce qu'il permet de se passer des marchés financiers et ça constitue un commun. Et ce que je trouve intéressant dans cette architecture post-capitaliste que l'on voit, c'est qu'en fait, dans chacun de tous ces éléments, il y a un champ démocratique qui est extraordinaire. Champ démocratique dans les entreprises. Ben oui, quand des travailleurs et des usagers discutent ensemble de ce qui doit être produit, des qualités produites, des modes de distribution, des prix, ben, qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'une économie démocratique? La péréquation inter-entreprise ensemble, on a commencé à débattre de comment les revenus peuvent être partagés. Est-ce qu'on peut plus? Est-ce qu'on peut moins? Qu'est-ce qui relève de l'entreprise? Qu'est-ce qui est extérieur à l'entreprise? Est-ce que des revenus doivent être inconditionnels ou liés à la présence dans l'entreprise? Quel système de qualification? Toutes ces questions sont des questions vraiment actuelles qu'on peut réellement appréhender. Et même chose sur la socialisation de l'investissement. Il y a un débat à avoir sur l'orientation de l'économie. Ça ne suffit pas de dire « je veux une économie plus écologique ». Pour moi, ça, c'est d'évidence. La vraie question, c'est comment? Et donc, le débat citoyen, il est à ce niveau. Ça se situe là. Et ce que je trouve intéressant dans cette architecture, c'est qu'on commence à avoir un champ politique qui est complètement ouvert. Avant, on était contraint dans le strict champ de l'État avec ses institutions qui régentent sur tous les sujets. Là, on a une politique qui va se définir différemment. Elle se définit dans les organes de socialisation, dans les entreprises déjà, parce que l'entreprise est politique, dans les organes de socialisation du revenu, dans les organes de socialisation du financement, et on peut imaginer éclater, je dirais, le champ politique dans différentes unités de production liées à la politique extérieure défense, liées à des services publics du type déplacement longue distance, etc., etc. Donc on voit qu'on a un champ politique qui cette fois-ci s'ouvre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une délibération sur un champ et une délibération inverse, à l'inverse d'un parti politique qui nous impose d'avoir la même opinion. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, quand on choisit un choix politique, un parti politique, on peut être d'accord avec ce parti sur un point et en désaccord sur un autre. Et au final, ce qu'on fait, on choisit
Moi, je dirais ce qui nous importe le plus, mais on n'a jamais vraiment ce qu'on veut. On n'a pas vraiment voix au chapitre. On reste dans la notion de démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on délègue à des personnes le soin de faire de la politique à notre place. Ben, je crois que cette architecture politico-économique qu'on voit nous permet d'avoir une extension complète de la démocratie. Et très sincèrement, on doit se poser la question. Alors, on a posé dans votre texte, vous avez posé la question des outils, des jurys citoyens et autres. Ce sont des débats qui sont intéressants pour permettre une démocratie pleine et entière. Il ne suffit pas de dire oui, on est tous égaux et puis on va être angélique et puis ça va se passer. Non, ça n'est pas vrai. Il y a des rapports de domination qui existent. Ça, on le sait, rapports hommes-femmes, etc. C'est clair. Mais ce qui est très intéressant, c'est de s'interroger aujourd'hui sur pourquoi notre démocratie, elle est comme ceci. Pourquoi elle est limitée? Elle est limitée pour une unique raison. C'est qu'en réalité, cette démocratie, elle n'a pas tout le pouvoir. En réalité, elle partage le pouvoir avec les apporteurs de capitaux, elle partage le pouvoir avec des actionnaires, elle est face à un pouvoir économique. Et pour être libre face à un pouvoir économique, elle a besoin que la démocratie soit la plus contrainte possible. Et c'est, je crois, ce qui explique pourquoi notre démocratie que l'on a actuellement est complètement inachevée et pourquoi je pense très sincèrement que la démocratie pleine entière ne pourra se développer que dans le cadre d'une transformation sociale de grande échelle au niveau des entreprises et de l'ensemble des unités de production, y compris des services publics. Merci Benoît. François, une réaction à chaud ou on ouvre Oui, une Je petite. vois, il n'y a personne d'inscrit, alors tu as la parole. Hein. Alors, une petite réaction à chaud. Oui, je vois bien la façon dont Benoît pose les questions. Il les pose d'une certaine façon à la fois au niveau de l'entreprise, mais aussi à un niveau plus global dans le fonctionnement de l'État et de sa démocratisation. Là-dessus, je suis d'accord. Il faut articuler un peu les deux dimensions parce que les choix ne sont pas identiques à ces deux niveaux. Quand il dit il faut le départ de l'argent dans l'entreprise, je trouve que la formule est un peu excessive. Du reste, lui-même dit dans sa présentation qu'il faut tenir compte quelque part des partenaires financiers. Alors, moi, je vais plus loin sur cette question parce que je crois encore une fois que la question du crédit, la question de la monnaie sont des questions absolument essentielles. Question qui pose, comme le dit Aglietta, la monnaie c'est une institution sociale qui obéit à des règles et qui est au fondement de la souveraineté des États, notamment. Bon, alors, si on part de là, on ne peut pas balayer trop rapidement la question monétaire et la question des avances en argent, pour reprendre l'expression, des avances en ressources financières qui sont nécessaires, absolument nécessaires pour le fonctionnement d'une entreprise. Je ne parle pas de société de capitaux, hein, je ne retiens plus le terme. Donc il y a le problème des avances, le problème du crédit, parce que quand une entreprise fonctionne, elle a des résultats et il faut que ces résultats soient quelque part monétisables. Et donc, la question, quand on parle d'avance, il y a aussi par derrière, en fin d'activité, la question de la monétisation des résultats. Donc, on voit bien que, évidemment, si on change la nature du paradigme dans lequel on est, si on met en avant à la fois le travail, l'activité productive, on ne peut pas complètement écarter la question monétaire. Parce que derrière, il y a la distribution du crédit, par derrière, il y a le choix que font les financeurs de telle ou telle activité. Donc, à la fois du côté des financeurs, mais aussi du côté de l'entreprise, on doit pouvoir retrouver une démocratisation des décisions concernant la distribution du crédit. C'est pour ça que il n'est pas question, pour moi, forcément d'actionnaires et de dividendes. C'est pas ça la question. Moi, je pense qu'il y a des prestations de services. Je crois te l'avoir dit du reste lors de notre rencontre parisienne. Pour moi, ceux qui apportent des ressources financières, ce sont des prestataires, mais des prestataires très importants. Et donc, voilà. Donc, il faut rémunérer leurs prestations, mais ils ont aussi peut-être le droit de discuter du partage du résultat de l'entreprise. C'est là où il y a une question qui peut se poser. En dehors
disons, du coût de leurs prestations, et il y a peut-être aussi, à côté des salariés et peut-être des usagers, enfin je pense surtout aux salariés, il y a la question du partage des résultats de l'entreprise. Comment on voit le partage du résultat de l'entreprise? Bon, et c'est là, je pense, où on a peut-être encore une divergence. Voilà, donc moi j'insiste beaucoup, je suis très keynésien de ce point de vue-là. Hein, je pense que c'est pas par hasard que Keynes a fait son traité sur sa théorie générale sur les questions monétaires. Ce sont des questions absolument fondamentales. Et j'ai l'impression que quand tu parles d'un fonds social, d'investissement, etc., tu oublies la question des avances, la question de la distribution du crédit au niveau des entreprises. D'une certaine façon, tu zappes, en quelque sorte, sans doute, dans ton esprit, les choses doivent être claires, mais pour moi, je me permets de réinsister sur cette dimension. Voilà ce que je voulais dire. Mais je peux évidemment répondre à ce que j'ai dit. Ah, attends, Benoît, avant que tu répondes, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole. Stéphane Meriodo voudrait dire un mot. Tu y reviendras après parce que de toute façon, on est un peu au cœur du débat. Hein, qu'on ne veuille pas. Quand on parle des actionnaires aujourd'hui, c'est bien essentiel, surtout quand on est dans une start-up nation. Oui, c'est ça, c'est des mots qui sont chargés politiquement. Oui. Stéphane Meriodo, tu as la parole. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Oui. D'accord, parfait. Alors, je viens vous apporter, j'irais une illustration des propos qui viennent d'être tenus, puisque je suis coopérateur et investisseur d'une SIC toulousaine, un peu connue, qui s'appelle Mobilib. Dis ce que c'est qu'une SIC. Explique ce que c'est qu'une SIC, Stéphane. Entendu. Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour expliquer ce que c'est qu'une SIC. Mais le sigle, alors, SCIC, donc société, je suis même pas sûr de pouvoir Société vous dire coopérative d'intérêt collectif. D'intérêt collectif, voilà. C'est pas comme les SCOP, parce que les SCOP, c'est les salariés qui sont tous coopérateurs, alors que dans la SIC, il y a des coopérateurs non salariés. C'est peut-être une autre façon de l'expliquer. Et donc, en l'occurrence, justement, je suis coopérateur non salarié dans cette SIC. Et là, on est dans un exemple à la fois d'une société, puisqu'elle est dans un réseau plus national qui a la marque Cities, qui fait de l'autopartage. Donc, l'objectif, c'est de partager des véhicules. Donc, on est en plein dans la transition écologique, là, puisque l'objectif, c'est vraiment d'abandonner la possession d'une voiture pour la posséder collectivement, posséder collectivement un parc de véhicules. Et actuellement, dans le contexte de pandémie, cette société se retrouve potentiellement en difficulté, alors qu'elle a atteint maintenant un âge assez respectable pour une société, parce que on sait qu'à terme, il va falloir décarboner nos déplacements, passer peut-être au vélo, on en a parlé, et que ce genre de société va être particulièrement utile à condition qu'elle passe le cap de cette crise-là. Et pour pouvoir la financer, il y a eu des titres participatifs qui ont été proposés, par exemple. Mais là, actuellement, quand bien même le capital a été réaugmenté grâce à ces titres participatifs, il y a la crainte d'avoir des banques qui vont réellement continuer à pouvoir la suivre et à permettre à cette société de continuer à vivre. Et donc voilà, je me pose la question de collectifs citoyens d'investissement, de collectivités locales ou l'État, ou du rôle de l'État. Quels sont les moyens et à quel niveau on peut permettre à ce genre d'entreprise de passer le cap pour qu'il n'y ait pas finalement que des aides de type aide aux grandes entreprises actionnariales comme Air France, comme Airbus ou autres. Et quels sont les leviers à ce niveau-là. Voilà, c'était un peu ma question et ma réflexion avec cet exemple concret. Benoît, tu as envie de répondre? Sur la question de Cities,
effectivement, je ne sais pas, enfin, j'imagine que la société est en crise aujourd'hui à cause du confinement parce qu'il a fallu payer des leasings ou des remboursements de bagnoles et puis peut-être des salaires. Je ne sais pas si les salariés ont pu être mis en chômage technique ou pas. Enfin, voilà, donc on imagine tout à fait le cas de figure. Bon, comment ça va pouvoir se faire pour se solutionner? Je n'ai pas évidemment de réponse, sinon ça serait merveilleux. Mais donc peut-être effectivement une recapitalisation par des apporteurs financiers comme vous, peut-être aussi des négociations avec les banques, etc. Bon, je pense qu'on est dans de toute façon dans une économie où ce genre d'entreprise intéresse largement moins que certains fleurons de l'industrie et autres. Donc, bon, je dirais que vous êtes hélas dans une situation difficile qu'il faut passer. C'est vrai qu'avec un secteur financier socialisé, il y aurait d'office un débat citoyen sur qu'est-ce qu'on doit faire et est-ce qu'on ne doit pas débloquer des aides de relais vis-à-vis des emprunts ou alors au contraire que les banques mettent la main à la pâte puisqu'elles sont socialisées. Enfin, voilà. On serait évidemment dans un tout autre cas de figure. Bon, sur la question maintenant de l'avance en capital, François, moi j'entends bien ta question, il n'y a pas de souci. J'ai développé ces questions-là dans mon livre, dans les dernières parties, les derniers chapitres. Donc c'est le livre Virer les actionnaires, pourquoi et comment s'en passer. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de choses que le capital privé aujourd'hui finance, notamment l'avance en salaire et autres. Donc, j'ai répondu comment financer le BFR et j'ai expliqué qu'effectivement, sur les lignes de long terme, et notamment l'immatériel, le financement de l'immatériel, la recherche et développement, aujourd'hui, ça ne se finance que par le capital privé. Demain, quand il va falloir le financer par des banques, on va parler d'autre chose. Bon, et c'est là que, encore une fois, moi, les idées de titres participatifs ne sont pas des idées que je réfute. D'office. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, c'est ce que je mettais dans mon livre, je dis on peut tout à fait faire des emprunts à taux variable sur des questions de valeur ajoutée, par exemple de la boîte qui a été produite par ce type de développement, sur des métriques comme ça se fait effectivement dans le monde coopératif. Je ne suis pas contre. Est-ce que demain ça pourrait être des collectivités locales, des particuliers qui vont se lancer là-dessus? Encore une fois, je ne suis pas un normalisateur, comment on va dire, pur et dur qui va dire c'est comme ça et pas autrement. Je pense que la société, elle évolue à son rythme, il y a toute une série de choses qui se passent. Est-ce qu'on aura est-ce que le système financier socialisé va se suffire à lui-même? Peut-être, peut-être pas. Un autre débat, c'est le débat que j'ai eu avec Emmanuel Decques par rapport à ça. Lui défend l'idée que quand on est travailleur, on peut avoir et on doit avoir la propriété de son entreprise. C'est le même débat avec lui. Je dis de facto, on l'a. Est-ce qu'on va être capable de financer la totalité de ses actifs par un secteur financier socialisé? Peut-être, peut-être pas. Je reste dans l'idée persuadé que de toute façon, un travailleur, le collectif de travail, plus il pourra faire financer son actif, plus il aura des revenus immédiats et plus il sera tenté par ça. Mais encore une fois, je n'exclus pas l'hypothèse Emmanuel Decques de dire il y a des parts de capital au départ pour le capital d'amorçage, mais qui seraient détenus par des gens qui travaillent dans l'entreprise. Ou pourquoi pas des partenaires extérieurs, lui parle de Goldman Sachs, etc. D'accord, mais ce dont tu parles, François, et encore une fois, j'insiste là-dessus, ce dont tu parles n'a rien à voir avec le courant dont tu parles qui dit on va faire une étape avec un mélange des actionnaires et des travailleurs. Non, ça n'a rien à voir, je suis désolé François, pas où j'ai pas compris, mais je ne vois pas l'étape, c'est surtout ça. Je ne la vois pas. Voilà. Bon, François. Oui, alors. On peut peut-être en profiter parce qu'il est 8h justement pour attaquer des conclusions un petit peu. Okay. Tu vas répondre à Benoît, bien évidemment, et puis peut-être dire deux, trois mots de conclusion. D'accord. Bon, j'entends bien, Benoît, ce que tu dis sur les titres participatifs et le rôle des collectivités locales qui pourraient être associées au financement. Moi, je me pose quand même la question de la représentation de ces détenteurs de titres ou de la représentation de ces collectivités locales dans les entreprises en question. Moi, c'est la question que… Et deuxièmement, je dirais que c'est moi qui parle d'étapes. Évidemment, ce sont pas
les signataires de la tribune dont on a parlé qui raisonnent de cette façon-là. Moi, je vois plutôt les choses comme en train de maturer sur le sujet et je défends l'idée de codétermination à parité comme une étape vers une socialisation évidemment démocratique de nos sociétés. Alors, pour répondre à la question de l'auditeur qui est intervenu, je pense qu'il pourrait faire appel à une instance régionale qui est là pour cela, qui pourrait apporter des fonds propres et du capital. Je pense à l'IRDI, l'Institut régional de développement industriel, qui avait été créé à l'époque par Alain Savary, et qui est le plus gros investisseur en capital risque de la région, et dont les deux principaux actionnaires, c'est à la fois l'ex-région Midi-Pyrénées et l'ex-région Aquitaine. Donc là, il y a des collectivités publiques qui peuvent être sensibles à la situation de la SIC dont on a parlé. Alors, j'en arrive peut-être à ma conclusion. Je crois que ce que l'on doit espérer aujourd'hui, c'est bien ce qu'on peut appeler l'effondrement de la promesse néolibérale. Ça, je le souhaite de tout cœur que, enfin, on a cru en 2007-2008 que cette promesse de l'effondrement de la pensée néolibérale serait acquise. Ça n'a pas été le cas. Là, je pense que le choc est quand même tellement important qu'on ne va pas voir ressurgir, je l'espère en tous les cas, de nouveau cette promesse refleurir. Alors, je crois qu'il y a deux grands risques actuellement à cause de cette grave crise. C'est le risque de pénurie alimentaire à l'échelle internationale. Ça, je crois que c'est un très, très grand risque. Comme évidemment l'ampleur considérable d'un chômage qui risque d'être là aussi tout à fait inquiétant. C'est la raison fondamentalement pour laquelle je pense que le besoin de planification, pour reprendre le titre de l'article du Monde diplomatique, est absolument essentiel. Il faut des réponses coordonnées à l'échelle internationale, me semble-t-il, sur ces questions. Il faut apporter des réponses cohérentes en matière énergétique, en matière climatique, en matière d'infrastructures de transport. Je crois que là, il y a des grands choix d'investissement et on aurait besoin d'une planification, pas simplement nationale, mais sur ces grands problèmes, également une planification à l'échelle internationale. Il faut développer une stratégie de déploiement de ces biens communs. Bon, on n'en est pas là, mais peut-être à cause de la situation dans laquelle on va se retrouver, peut-être qu'on y arrivera. Donc, pour terminer, je dirais que la question probablement la plus redoutable est sans doute d'articuler dans l'urgence planification et démocratisation. Il faut arriver à concilier et à articuler ces deux niveaux qui me semblent tout à fait indispensables et donc ne pas retomber, comme c'est le cas actuellement, dans le piège de l'étatisation des décisions. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire pour conclure notre débat. Merci François. Benoît, tu as 2 minutes. Oui, oui, je rejoins complètement François sur la question de la planification et de la démocratisation et d'avoir un plan, je dirais, là-dessus. Ça, c'est important. Ceci étant, moi, aujourd'hui, ce que je vois au sortir du Covid-19, c'est qu'on est en train de reprendre le business as usual, comme on dit. Et c'est ça un petit peu qu'on dénonçait dans notre tribune commune début, je crois que c'était début avril, hein, le 2 avril, il me semble, on rentre dans le business as usual. Donc là-dessus, est-ce que l'agenda néolibéral va réussir à rebondir? Très difficile à dire, on ne sait pas. On le voit par exemple la façon dont il réagit par rapport à la santé. On a le rapport de la Banque des territoires qui dit, tiens, pour permettre d'avoir un autre système de santé plus large,
on va pouvoir, oui, mais en faisant rentrer le privé dedans. Tout simplement en aider la valorisation des capitaux. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans le business as usual? Je crois qu'il y a deux questions qui sont centrales là-dedans. Il y a la première, la question des crises qu'on va voir apparaître. Je crois que tu as dit, on ne connaît pas encore quels sont les cadavres qu'il va y avoir dans l'économie. Est-ce qu'on va avoir une faillite d'une banque? Il va falloir la recapitaliser en catastrophe? Est-ce que, on ne sait pas. Bon, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une expectative totale. Et je pense que l'autre aspect, c'est l'aspect du mouvement social et lié à ça, la question du mouvement politique, qui doit être, et ça je le dis très très clairement, doit être un facteur de crise de cette économie capitaliste, de façon à bien envisager dès le départ la sortie de cette économie capitaliste. Pour moi, néolibéralisme et capitalisme aujourd'hui sont synonymes, c'est la même chose, il y aura la sortie des deux à la fois. Et ça nous amène vers, je dirais, cette démocratie pleine et entière qu'on a définie, qui anticipe d'une certaine façon, qui est planificatrice, non pas au millimètre, mais plus dans les grandes décisions politiques de ce qu'on veut donner à notre économie demain, de façon à ce que celle-ci ait enfin un cours qui renoue avec un avenir pour notre humanité. Merci Benoît. Mais écoutez, c'est par ces mots un peu d'interrogation, mais je pense optimiste, qu'on va conclure cette soirée. On vous remercie tous d'avoir été patients. C'était une première pour les 4 associations qui organisaient cette soirée que de faire cette visioconférence. Je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti, ça, on n'a pas trop ramé. Donc, on vous renvoie bien évidemment aux différentes publications de nos 2 invités. Et je ressors leur bouquin, bien sûr, Quand la gauche essayait encore de notre ami François Morin et Virer les actionnaires de Benoît Boris, qui sont 2 bouquins très intéressants que j'ai lus personnellement. Et on vous engage donc à prolonger ces débats. Mais je pense qu'il faut prolonger ces débats dans nos entreprises, dans nos quartiers, là où nous habitons, parce que la crise que nous vivons actuellement, Covid-19, avec ses conséquences économiques, vous n'avez pas été étranger sans doute aux articles qui sont parus sur l'aéronautique ces derniers jours à Toulouse et les questions que ça nous pose à tous sur le devenir de la filière aéronautique et du transport aérien sont très importantes. Et ce genre de questions que nous nous posons ne peuvent pas se résoudre ni dans des cénacles de gens qui ont tout compris ou qui sont les décideurs politiques ou économiques. Ces questions doivent être débattues partout, dans les entreprises, dans les quartiers. Et je pense que cette invitation à débattre, elle est fondamentale. La réinjection de la démocratie dans nos modes de vie, dans notre quotidien, elle est essentielle et que c'est un enjeu. Pensez d'ailleurs les uns et les autres à aller voter aux prochaines élections dans les communes où vous n'avez pas encore eu d'élu, parce que les gens que nous allons mettre en place pendant 6 ans vont avoir un rôle essentiel dans tout le travail de transition écologique et de planification. Je suis heureux que le mot de planification ne soit plus considéré comme un gros mot, avec toutes les limites qui ont été mises par nos intervenants, bien évidemment, à la planification. On n'est plus à l'époque du Ghost Plan de l'Union soviétique, bien évidemment, mais il est heureux qu'on reparle enfin en utilisant des mots qui ont du sens. Et on peut mettre planification avec écologie comme protectionnisme avec solidaire. C'est une manière de faire des nuances. Donc, on vous remercie tous pour votre attention ce soir. Et puis, au plaisir de vous retrouver bientôt dans des réunions plus physiques, si je puis dire. Sinon, on va renouveler ce genre de conférences et tout. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Et portez-vous bien, comme on dit aujourd'hui, comme formule de salutation. Bonsoir.